Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir PVS pour vous informer. Dans l'actualité, l'école de management du Gabon, EM Gabon, améliore ses offres d'enseignement et de formation. Après seulement 7 ans d'existence, l'établissement se dote d'une école doctorale. Et puis la Ligue nationale de football, plongée dans des affaires de suspicion et de détournement de fonds. Brice Mbikan Djabou, son président, est pointé du doigt. Il clame son innocence au cours d'un point de presse. Nous verrons tout cela dans ce journal. Mais tout d'abord, réunis au stade d'Awenge au cours d'une assemblée générale. Dynamique unitaire s'est expliquée sur les récentes mesures prises par le gouvernement impactant la fonction publique. Suivant ce reportage de Fabiola Mengue. Le ministre de la fonction publique, après le dernier conseil de ministres, a apporté quelques nouvelles réformes au sein de son administration. Celles-ci ont fait monter au créneau de nombreux fonctionnaires constituant en centrale, dont celle de la dynamique unitaire qui semble ne pas avaler cette pilule. À l'entrée à grève le 9 mars, si le gouvernement ne recule pas sur les mesures qu'il vient de prendre à l'encontre du travailleur gabonais, ils ont dit totalement niet à ces mesures. Et ils vont le prouver le 9. Si d'ici le 9, le gouvernement n'appelle pas Dynamique unitaire et ses syndicats à la table de négociation, le 9, nous allons entrer directement en grève. Tous les travailleurs du Gabon vont observer un mouvement de grève général, illimité, jusqu'à satisfaction du cahier de charges. Bon, ils ont pris des décisions draconiennes au niveau du Conseil des ministres. L'une d'elles, c'est la suspension de l'indemnité de service rendu aux fonctionnaires. Ils ont pris un certain nombre de décisions que les travailleurs ont décidé de s'élever, y compris également le non-paiement des primes et la violation des droits des syndicats. Par exemple, la décision utilisant les activités de la CONACYCET, par exemple. Donc toutes ces décisions-là, nous devons nous attabler. Et parmi celles-ci également, l'avancement exclusif au mérite. Alors que nous sommes allés à la Cour constitutionnelle combattre cette décision. Et la Cour constitutionnelle a bien décidé que cette décision est caduque. Mais l'homme de la norme, Ogandaga, est revenu en charge parce que la nouvelle constitution qui vient de voter et qui a été votée par les députés illégaux, parce que leur mandat est terminé depuis. Ils ne représentent plus les populations. Mais ce sont ces gens-là qui vont voter une constitution qui va bloquer l'avancée du pays pendant plusieurs années. Suite à cela, d'un commun accord, ils auraient pris une décision drastique. Elle sera déposée chez qui? Chez qui? Le mauvais premier ministre qui existe. Le plus mauvais des mauvais. Il va recevoir notre préavis de grève. Chers collègues, chers camarades, nous venons de prendre la décision, le soleil ne s'est pas encore couché. Regardez sa position. Il attendait notre décision avant de l'amener chez le Créateur. Ceux qui vont mentir vont être punis par la puissance de ce soleil. Restez déterminés. Sans la détermination, nous n'aurons jamais ce que nous voulons. C'est reparti avec le sempiternel problème dynamique unitaire gouvernement qui ne semble pas se finir mais plutôt s'accentuer. Une question taraude les esprits, pourquoi ce problème ne trouve-t-il pas de solution depuis autant d'années où le gouvernement prend plaisir à ce bras de fer? Un préavis de grève a été déposé, espérons que tout rentrera dans l'ordre d'aussitôt car les examens approchent, rappelons-le. Indigné par les événements qui suivent la réquisition de la SEG dans l'affaire dite Veolia État gabonais, l'ONG Croissance Saine Environnement a apporté des clarifications et sa contribution dans la méthode pour convenir d'un référentiel commun à partir duquel les responsabilités des deux parties devraient être établies. Affaire SEG Veolia et l'État gabonais. L'ONG Croissance Saine Environnement monte au créneau, proteste et s'indigne. Nikez Molambi a tenu au cours d'un point de presse à apporter des clarifications et surtout la contribution de l'ONG dans la méthode pour, au terme, convenir d'un référentiel commun
à partir duquel les responsabilités des deux parties devraient être établies, les conséquences et incidences dégagées. Aux questions de savoir si c'est si étonnant que ça, que l'État gabonais mette fin à la concession avec Veolia. En 20 ans, Veolia a-t-elle satisfait positivement les usages de ces services d'eau et d'électricité? Mieux, Veolia n'a eu aucune amende ni aucune condamnation au Gabon durant les 20 ans qu'aura duré la concession. Pourtant, il ne passait pas un seul jour, une seule heure, une seule minute que des plaintes se faisaient entendre s'agissant de la gestion peu orthodoxe de Veolia au Gabon. Interrogeons-nous de savoir si les pratiques réelles de Veolia sur le terrain répondent à une norme quelconque. Posons-nous la question si ces pratiques seraient soutenues en France. Et enfin, posons-nous la question de savoir pourquoi Veolia voulait continuer à infliger aux Gabonais ce qu'elle ne veut pas pour elle-même. Dans cet élan, Nikes Molombi a dressé les méthodes et techniques de réalisation de l'état des lieux exhaustifs des concessions exploitées par la SEG. La réalisation de l'état de lieux de pollution industrielle au Gabon devrait commencer par une série complète d'analyses physico-chimiques d'une durée d'1 an, suivie ensuite par une étude d'écotoxicologie, d'éthologie, de santé humaine et de sécurité des aliments, d'épidémiologie, etc. sur l'ensemble des sites de Veolia. Suite à l'étude bibliographie, les sites sensibles vulnérables au niveau environnemental seront priorisés pour pouvoir débuter rapidement, simultanément, les campagnes de terrain à réaliser en saison sèche. Les travaux devraient être repartis en 4 phases: évaluation approfondie, l'état de l'environnement, les pollutions et nuisances, les sites et le financement économique. Nous concluons à ce stade que la méthodologie développée par la firme internationale EG Consulting en charge de la réalisation de l'étude de faisabilité sera entièrement déployée pour l'évaluation sur l'ensemble des sites de Veolia. Car nous avons la technicité, nous avons les financements et nous avons toute la méthode. Au moment où le gouvernement va mener des enquêtes pour établir les niveaux de responsabilité d'une part et d'autre, les niveaux de risque et de danger pour les populations, Croissance Saine Environnement et le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale se disent disposés à l'accompagner dans cette noble tâche républicaine. Je vous le disais en titre, 7 ans après sa création, l'école de management du Gabon, EM Gabon, amorce la vitesse de croisière dans le déploiement de ses services d'enseignement et de formation. Cet établissement d'enseignement supérieur s'est doté d'une école doctorale qui a ouvert ses portes officiellement aujourd'hui. C'était à l'occasion d'une cérémonie officielle à laquelle prenaient part nos reporters Arnaud Mbabekung et Yvan Bertrand Koumile Kandoumba. Après 7 ans d'existence dans le paysage de la formation au niveau supérieur au Gabon, l'école de management du Gabon, EM Gabon, vient de se doter d'une puissante structure de formation. Il s'agit de l'école doctorale de management et sciences de gestion, dont la cérémonie d'ouverture officielle s'est déroulée aujourd'hui dans la salle des actes Jean-Christian Mayombo du dit établissement. Dans son allocution circonstancielle, le président fondateur de EM Gabon Université, le professeur Daniel Franck Idiata, a précisé que l'ouverture de cette école doctorale rentre dans le cadre du déploiement des services d'enseignement et de formation qu'offre EM Gabon et qui s'inscrit dans le contrat de partenariat public-privé signé avec l'État en 2012. Le déploiement d'une activité de recherche scientifique novatrice est véritablement utile au développement de notre pays et plus largement de notre sous-région CEMAC. De 2010 à 2017, donc l'EM Gabon a 7 ans, nous avons offert des formations en licence professionnelle et en master professionnel et avons diplômé à ce jour plus de 1000 étudiants, parmi lesquels 500 boursiers de l'ANBG, l'Agence nationale de bourse du Gabon, en plus des étudiants dont la formation a été assumée par le FNAS
et la CNAM-GS. Mais un établissement de l'ambition de l'EM Gabon Université ne saurait s'arrêter à la simple formation pour délivrer de simples licences professionnelles et de simples masters professionnels. C'est quelque chose de tout à fait banal. Notre ambition, réaffirmée par le Conseil d'administration du 10 février 2018, est d'offrir des services encore plus innovants, aussi bien en ce qui concerne la formation que bien sûr en ce qui concerne la recherche scientifique. C'est pourquoi nous engageons aujourd'hui une nouvelle dynamique avec l'ouverture officielle de notre école doctorale Management et Gestion, ED-MAGES, que son directeur vous présentera tout à l'heure. L'école doctorale Management et Sciences de Gestion, a-t-il poursuivi, est une réponse efficace aux besoins à la fois des étudiants, des institutions d'enseignement et de recherche, des administrations publiques, aussi bien pour les entreprises. C'est donc un cadre permanent de formation qui rime avec la recherche. Et les caractéristiques et les offres de formation de cette école doctorale nous sont livrées ici par son directeur, Robert Wanda. Je vais maintenant vous présenter officiellement l'ED-MAGES. Il s'agit d'un programme académique dont la vocation première est d'offrir aux doctorants du Gabon et des autres pays, la CEMAC, en priorité une formation permettant l'acquisition et la consolidation des connaissances et des compétences propres au métier de la recherche. Cette formation doctorale apporte un appui épistémologique, méthodologique et théorique assuré par des enseignants-chercheurs et des chercheurs affiliés à l'EMS Gabon, des personnalités d'autres institutions ainsi que des professeurs internationaux invités. Le programme de l'ED-MAGES contribue ainsi à offrir un environnement favorable et un appui significatif pour la réalisation des thèses de doctorat et s'inscrit dans une logique d'internationalisation de l'EM Gabon Université. Le programme vise également à favoriser l'insertion des doctorants dans le monde professionnel académique et non académique. Il favorise le développement des sources de financement variées, l'insertion des doctorants dans les réseaux de recherche et de tutorat collectif au Gabon, en zone CEMAC et dans l'espace CAMES, est vivement encouragée. Elle s'appuie sur une politique dynamique d'insertion dans la communauté académique nationale et internationale. Il s'inscrit enfin dans une logique de développement international. Elle s'appuie sur une dynamique de relations avec les institutions universitaires de la CEMAC et de l'espace CAMES. Elle soutient la mobilité internationale des doctorants. Elle propose des échanges approfondis avec de nombreux professeurs invités de diverses institutions étrangères. Elle organise et accueille de nombreuses manifestations scientifiques sur le plan national et international. Ce programme se décline en deux grands moments caractéristiques de la recherche, le master de recherche et le doctorat PhD en management et gestion. On en vient à présent au focus de cette édition d'information. Le débat sur la participation aux prochaines élections législatives n'arrête pas de diviser l'opposition. Après que 9 partis sur 12 de la coalition pour la Nouvelle République aient annoncé leur refus d'y participer, hier le tour est revenu au président des coordinations de campagne du candidat Jean Ping, de quoi franchement se demander quelles seront les chances de l'opposition lors de ce scrutin. Au moment où le PDG et ses alliés affûtent leurs armes en vue des prochaines élections législatives, le débat sur la participation à ces échéances électorales divise l'opposition. Le 15 février 2018 à Libreville, 9 des 12 partis membres de la coalition pour la Nouvelle République ont annoncé leur refus de participer à ces élections annoncées par les autorités gabonaises. Le 28 février 2018, les présidents des coordinations de campagne du candidat Jean Ping annoncent à leur tour
à la résidence de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, la création du mouvement Refus citoyen. Un mouvement dont les principaux objectifs sont refuser la tenue des prochaines élections législatives en les empêchant par tous les moyens et poursuivre la résistance jusqu'à la victoire qui sera consacrée par l'investiture officielle de Jean Ping à la magistrature suprême. Tous ont un dénominateur commun. Ils assimilent la participation aux législatives à une opération de légitimation d'un régime dont Ali Bongo restera le maître absolu. Dans cette vision des choses, les femmes pour la Nouvelle République ne sont pas en reste. Nous, femmes pour la Nouvelle République, nous sommes là devant vous, bien conscientes de notre rôle dans la société gabonaise, de notre implication pleine et entière dans la construction d'un avenir meilleur pour nos enfants et de notre responsabilité envers les générations futures. Entre tradition et modernité, la parole de la femme gabonaise est rare et précieuse. Nous nous levons ce jour au sujet des élections législatives prévues au mois d'avril 2018 dans notre pays pour dire haut et fort non. Non à la participation de l'opposition aux élections législatives. Mais au sein de la coalition pour la Nouvelle République, seuls les démocrates, l'Union nationale et l'Union et Solidarité auraient décidé d'y aller en rang serré. Cette division sur la question suscite de nombreuses interrogations essentielles, voire vitales. La participation d'une partie des membres de la coalition pour la Nouvelle République aux législatives ne réduira-t-elle pas les chances de l'opposition? Si Jean Ping ne participe pas à ces élections, cette partie de la coalition ne va-t-elle pas se heurter à la réticence de sa base, encore marquée par les stigmates de la dernière présidentielle? Est-ce que ce positionnement n'est pas pour eux une stratégie pour justement affaiblir davantage la majorité? Parce que nous faisons nos élections au Gabon bien sûr, mais l'extérieur aussi nous regarde. Est-ce qu'une élection, si vous voulez, qui oppose une majorité face à une infime partie de l'opposition, et quelle est cette opposition? Cette élection est-elle crédible? Est-elle démocratique? Ce positionnement peut se justifier en ce sens que ce serait peut-être une stratégie pour affaiblir davantage la majorité. Mais, d'autre part, il faut comprendre, en Afrique, là où les élections se sont passées de manière démocratique et que des forces de l'opposition se sont substituées à celles de la majorité et la majorité est passée à l'opposition, les victoires n'ont été que le fait d'une dynamique unitaire. Entre 1990 et 2008, sur 73 cas, seuls 18 en Afrique, je dis bien, ont pu montrer le schéma selon lequel les forces de l'opposition deviennent celles de la majorité et les forces de la majorité deviennent celles de l'opposition, mais parce qu'il y a eu une dynamique unitaire. Donc sans dynamique unitaire, il est vraiment difficile de penser, au-delà de ces statistiques, au-delà de ces chiffres, de cette réalité donc, que l'opposition puisse renverser, si vous voulez, la hiérarchie établie. Jean Ping en ce moment cristallise les forces de l'opposition, c'est-à-dire une bonne partie de la légitimité du vote des Gabonais. Et s'il ne parle pas, s'il ne donne pas de consignes en ce sens, c'est que cette partie qui va aller face à la majorité risque d'être fragilisée. Parce qu'en ce moment, c'est Jean Ping qui mobilise encore, qui cristallise les forces de l'opposition. Donc vous voyez bien que cette partie prend un risque, c'est le risque de l'échec, inévitablement, sans même préjuger de ce que fera le PDG. Mais bien que sur le plan stratégique, aller sans Jean Ping, aller sans la coalition, sans la dynamique unitaire qui a été celle de 2016, mais c'est une partie qui est en train d'aller vers l'échec, inévitablement. En résumé, cette opposition se heurte à 3 grands obstacles. Le premier obstacle, si vous voulez, la dynamique qu'a porté Jean Ping là où il se trouve.
Deuxième obstacle, l'abstention. Et le troisième obstacle, bien sûr, la stratégie du PDG. Et le PDG, on sait bien que c'est une machine rompue aux élections depuis 1990. Donc voilà à peu près pour moi les trois éléments que doit affronter cette partie de l'opposition. Mais je ne suis pas sûr qu'elle puisse l'emporter. Et même si elle l'emportait, regardez un peu, je crois que le nombre de députés est passé de 120 à 143 si j'ai bonne mémoire. Alors, cette partie pourrait avoir combien de représentants à l'Assemblée nationale? Et ces représentants pourront-ils faire le poids face au PDG? Auquel cas, on revient toujours à la situation de départ, ce sera toujours le PDG qui aura la même mise sur l'Assemblée nationale et donc sur les lois votées au Gabon. Donc, vraiment, à mon avis, cette partie de l'opposition aurait tort de se couper des autres parties de l'opposition. Si le débat sur la participation de l'opposition aux législatives divise encore, il revient aux partis politiques en toute souveraineté de se déterminer clairement. Il ne faut pas oublier qu'au terme de ces élections, de nouvelles légitimités et autres rapports de force apparaîtront. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. Le président catalan destitué, Carles Puigdemont, a annoncé jeudi, dans un discours posté sur les réseaux sociaux, qu'il renonçait à briguer la présidence de la Catalogne afin de faciliter la formation du gouvernement. Carles Puigdemont, président régional destitué par Madrid, renonce à la présidence de la Catalogne. Une décision justifiée par l'impasse politique dans laquelle se trouve sa région, une région sans président et sans gouvernement. J'ai informé le président du Parlement catalan que je ne présente pas ma candidature à la présidence de la Generalitat de Catalogne. Cette décision est basée sur une seule raison dans les conditions actuelles, c'est la façon de s'entendre sur un nouveau gouvernement, un gouvernement le plus tôt possible. Un peu plus tôt à Barcelone, le Parlement catalan adoptait une motion défendant la légitimité de Puigdemont et dénonçant également la dérive autoritaire de Madrid. Depuis 100 ans, les présidents de gouvernement catalans se retrouvent en prison ou en exil. Dans quel pays du monde cela se produit? Nous pensons que ce n'est pas normal. Il faut dire que la Catalogne est plongée dans une crise politique sans précédent depuis 5 mois. Tout commence début octobre. Madrid tente d'empêcher un référendum sur l'indépendance de la Catalogne jugé illégal. Mais le scrutin a lieu avec une participation de 43%, le oui l'emporte à 90%. Une semaine plus tard, Carles Puigdemont proclame l'indépendance, puis suspend sa décision selon ses termes pour dialoguer avec Madrid. Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, demande des clarifications. Au terme de 3 semaines de flou, les députés catalans finissent par voter la rupture avec Madrid. La réaction de Rajoy est immédiate, il déclenche l'article 155 de la Constitution, un acte inédit qui lui permet de dissoudre le Parlement catalan et de mettre la Catalogne sous la tutelle de Madrid. 8 anciens ministres sont arrêtés pour sédition et rébellion. Carles Puigdemont, destitué, s'exile en Belgique. Avec la victoire des indépendantistes au régional du 21 décembre, il est proposé comme candidat à la tête de la Catalogne. Mais la justice espagnole s'oppose à une investiture à distance. Et s'il remettait les pieds à Barcelone, il serait immédiatement arrêté. Pour autant, avec le renoncement de Puigdemont, la Catalogne n'est pas tirée d'affaire. Le candidat proposé par ce dernier pour le remplacer est Jordi Sánchez, en détention pour sédition. Une candidature qui aura sans doute du mal à aboutir. Aux États-Unis, Hope Hicks, ancien mannequin de 29 ans et proche d'Ivanka Trump, est la 4e personne à quitter le poste de directeur de communication de Donald Trump. Elle avait été auditionnée la veille par le Congrès dans le cadre de l'affaire russe. Presse internationale. Elle était déjà la 4e personne à diriger la communication de Donald Trump. 6 mois après son arrivée à cette fonction, Hope Hicks laisse elle aussi le poste vacant. La jeune femme de 29 ans a décidé de démissionner sans expliquer les raisons de son départ. Pour Donald Trump, c'est un nouveau camouflet. Le président américain n'a pas manqué de saluer l'une de ses très proches conseillères. Hope est fantastique et a fait un excellent travail. Je suis convaincu que nous travaillerons de nouveau ensemble à l'avenir. Cette démission intervient au lendemain de l'audition de Hope Hicks à huis clos au Congrès. La conseillère de Donald Trump était entendue dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne du président américain. Elle avait alors avoué avoir fait certains petits mensonges pour Trump,
mais jamais à propos de l'affaire russe. Mercredi, la porte-parole de la Maison-Blanche l'a assuré, sa démission n'a rien à voir avec son audition. Hope Hicks était arrivé très tôt dans l'entourage du chef de l'État, dès les débuts de sa campagne, et sans la moindre expérience politique alors. Cette ancienne mannequin, qui a également travaillé pour l'une des marques d'Ivanka Trump, se faisait très discrète dans les médias, mais en coulisses, elle s'avérait très influente. Selon la Maison-Blanche, son départ devrait se faire dans les prochaines semaines. La page des sports à présent. On ne parlera jamais assez des violations des textes au sein de la Fédération gabonaise de football. Bosco Alabafal, candidat à l'élection à venir, a déjà introduit une requête auprès de la CAF et la FIFA suite à ces dérives. Presse, Euphrem Biogoezo. Sur le continent africain et partout dans les pays situés au sud du Sahara, la violation pure et simple de la Constitution semble établie comme mode de gouvernance. Cette gangrène touche aussi bien les associations sportives nationales, clubs, ligues provinciales issues des 10 États, ainsi que d'autres fédérations sportives. Pour ne parler que du Gabon, sur le plan sportif, le football en particulier, depuis 2014, la Fédération gabonaise de football dirigée depuis plus de 4 ans par Pierre-Alain Mungengi brille par une violation des textes de façon constante, alors que les statuts de cette entité sont clairs. Aucune décision modifiant le contenu des 10 statuts ne doit intervenir sans la convocation d'un congrès. Le cas du changement du logo de la Fédération gabonaise de football qui est intervenu curieusement sans l'accord préalable d'un congrès, mieux encore, la convocation des délégués au congrès extraordinaire du 10 et 30 mars prochain par le bureau dirigé par Pierre-Alain Mungengi. Merci. Question tout aussi importante pour éclairer la lanterne de l'opinion. Oui, le 26 février de ce mois, j'allais dire, le 26 de ce mois, nous avons effectivement déposé une requête au niveau donc de la Fédération gabonaise de football. Et un accusé de réception qui est là. Et nous avons à la même date aussi, vous voyez, nous avons saisi le secrétaire général donc, de la Fédération Association de football international FIFA. Alors donc depuis le 26, retenez-en que nous avons introduit une requête qui probablement donnera suite dans les jours qui suivent. Et nous avons simplement repris le moyen que nous avons évoqué la fois dernière sur la contestation, si vous voulez, de la tenue du congrès extraordinaire prévu pour le 10 mars 2018. Les dispositions qui sont prévues sont claires. Lorsqu'on constate qu'effectivement il y a des graves manquements, comme nous on le rappelait, de violations aussi flagrantes, eh bien, je vous renvoie à la lecture de l'article 27 qui rappelle en substance que la FIFA doit intervenir et en cas de besoin, je dis bien suspend ou annule et désigne naturellement une administration provisoire, ce qu'on appelle le comité de normalisation. Alors que les dispositions indiquent qu'en pareille circonstance, une commission électorale doit être mise en place 6 mois avant ce conclave. Celle-ci a pour devoir de recevoir les dossiers des candidatures afin de les examiner au peigne fin. Tout cela exige des délais. Mais écoutez, moi j'ai déposé mon dossier de candidature, ce n'est pas l'idée d'aller aux élections dans un tel cafouillage juridique. Non, je suis en train de vous dire que la FIFA obligatoirement va se prononcer. Alors donc, déposer le dossier correspond simplement, ou répondre, si vous voulez, aux dispositions statutaires de l'article 35. Mais si la FIFA ne répond pas avant le congrès, je me vois mal aller à une élection qui ne garantit vraiment pas du tout les conditions de transparence démocratique, et j'en passe. Ça va donner l'ordre de quoi? L'ordre que bon monsieur Alaba accepte d'aller dans une élection où les règles de jeu sont déjà faussées dès le départ. Je suis le maître d'œuvre de veiller à la justice, donc au respect des dispositions statutaires sur le plan national qu'international. Donc il est hors de question pour nous. Mais nous avons déposé le dossier simplement. S'il y a le comité de normalisation, ceux qui viendront prendront acte de notre dossier.
Autre fait grave est constaté lors du dépôt de candidature de Bosco Alaba-Fall, l'absence des textes qui déterminent le montant de la caution exigée à chacun des candidats. De bouche à oreille, des informations circulent sur des sommes allant de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Constat fait et, à la surprise générale, l'homme chargé de recevoir le dossier de Bosco Alaba-Fall a tout simplement décliné la dite caution. Et vous allez le voir sur ces images, l'homme brandit les documents à l'origine de la brouille actuelle, à quelques jours des dates arrêtées par le bureau de Pierre-Alain Mungengi pour la tenue des congrès extraordinaires. Le dépôt de candidature, vous avez vu à l'Union ici le 22. Vous voyez, ici, le jeudi 22 février, on a fait paraître dans le quotidien l'Union le dépôt de candidature fixé du 22 février au 23 mars 2018. Mais c'est en contradiction. Oui, c'est grave. Et j'ai comme l'impression, excusez-moi de profiter de votre tribune, que est-ce qu'il y a des personnes qui pensent se faire ainsi? Sont-ils normales? Je suis tenté de leur qualifier de personnes certainement qui ont peut-être avec eux des esprits d'état dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous voyons en mal, et ils voient en bien. Et ce que nous voyons en bien, ils voient en mal. C'est ça la notion d'état dangereux. Alors moi je ne comprends pas. Alors que nous avons ici des dispositions statutaires, l'article 35 qui dit que le dépôt de candidature 30 jours, le dépôt 30 jours avant. Et voilà, on vient nous, comment dirais-je, inventer une autre période qui n'est pas conforme au code électoral et aux dispositions statutaires. Ici, vous voyez, l'article 15, il dit ici, l'Assemblée générale élective est convoquée dans les délais fixés par les statuts par le président de la commission électorale. Le code électoral, oui, c'est là, vous me montrez le doigt, c'est là, de la Fédération gabonaise de football, lequel nous a été communiqué le 15 février 2018. Donc, regardez, c'est en contradiction avec ça. Et encore que, pour votre complète information, M. Chronogramme doit être présenté par qui? Par le président de la commission électorale. Alors donc, j'avoue que je me pose un tas de questions, qu'est-ce qu'il va faire? Et comme je vous le disais, certainement, c'est des gens qui tantôt ne voient pas la même chose que nous. Donc, si quelque part, de mon point de vue, il y a un déséquilibre moral ou mental, ben, on se doit de se dépêcher, d'aller voir des spécialistes qui peuvent vous amener à la lucidité. Rien à voir avec ce qui précède. Le chargé de la compétition de la Ligue de basketball de l'Estuaire a fait l'étalage de la Super Coupe Patrick Ambouroué qui se jouera ce samedi au Prytannier militaire. C'était lors d'un entretien accordé exclusivement à notre rédaction sportive. Écoutez, nous avons coutume à la Ligue de basketball de l'Estuaire pour démarrer la saison et de commencer sur un tournoi qu'on appelle la Super Coupe. D'accord, en hommage à Patrick Ambouroué, qui est un éminent basketteur qui a fait les beaux jours de notre basketball en local et en national. Alors pour lancer la saison, nous continuons cette tradition qu'est la Super Coupe. La Super Coupe est en fait comment dirais-je, un tournoi qui normalement a vu pour participation le champion de la saison, qui jouera contre le champion des éliminatoires de la Coupe du Gabon. Voilà, ça c'est pour la catégorie senior. Ensuite, la même chose pour la catégorie senior dame. Et nous avons rajouté donc la catégorie junior qui va voir s'affronter 4 équipes, donc les 4 premiers du championnat civil. Exactement, c'est-à-dire qu'après le tournoi de la Super Coupe, la semaine qui suit normalement, nous lançons la saison régulière de la Ligue de basketball. 8 équipes. Nous avons 2 équipes seniors hommes, 2 équipes seniors dames et nous avons 4 équipes en junior. Non, malheureusement, comme je vous ai dit, la formule que nous avons utilisée, en fait, c'est la rencontre des champions des différents championnats.
C'est-à-dire que nous avons le championnat de la saison régulière, le champion de la saison régulière. Le champion de la saison régulière en homme, c'est l'ASNI, au Vendo, qui rencontrera Nzimba, qui a été le champion des éliminatoires de la Coupe du Gabon au niveau de la province de l'Estuaire. Ensuite, nous avons donc les deux équipes seniors dames, Tama et Galaxy, sur le même format. Et enfin, nous avons pris les 4 premiers de la saison dernière en junior, à savoir les As de l'Estuaire, Dali, Don Bosco et Galaxy. Il faut savoir qu'au niveau de la Ligue de basketball de l'Estuaire, nous n'avons pas encore eu l'occasion de mettre en place, comme vous le disiez, des sous-ligues. Donc pour l'instant, nous enregistrons toutes les équipes au niveau de l'Estuaire qui veulent bien venir s'affilier à notre ligue. Point de presse ce matin du président de la Ligue nationale de football, Brice Mbika Djambou, s'est exprimé sur l'affaire opposant l'institution dont il a la charge à Port-Gentil FC, une affaire qui, ces derniers temps, fait les choux gras de la presse nationale. Ulrich Sima. Le président de la Ligue nationale de football, Brice Mbika Djambou, a tenu un point de presse explicatif ce matin au siège de la LINAF sur l'affaire opposant l'institution dont il est responsable à l'équipe de Port-Gentil FC. Une affaire qui a fait écho dans plusieurs médias de la place et qui lui a valu une audition à la DGR la semaine écoulée. Je voulais quand même exprimer quelques interrogations. Depuis quelques jours maintenant, nous lisons tous dans la presse en ligne, nous avons entendu beaucoup de choses et beaucoup de choses continuent à se dire. Mon interrogation, c'est simplement sur tout ce qui se dit, qui ne concerne en réalité qu'une seule version, parce que de tous ceux qui sont dans la salle, sauf si je me trompe, je n'ai pas souvenance d'avoir reçu un coup de fil ou d'avoir été sollicité pour pouvoir répondre à une question sur tout ce qui est écrit dans la presse. Quand bien même vous conviendrez avec moi, toute ma disponibilité dont j'ai souvent fait preuve. Plusieurs d'entre vous sont souvent venus ici sans aucune invitation, pour des interviews improvisées. Je ne leur ai accordé. Plusieurs d'entre vous sont venus pour échanger sur des questions d'actualité. J'ai toujours été disponible et je l'ai fait. Mais grande est ma surprise que pour une actualité qui aujourd'hui défait la chronique à ce niveau, mais je n'ai vu personne d'entre vous se rapprocher de la LINAF pour simplement échanger sur la question. Qu'à cela me tienne, évidemment, comme cela a été relayé dans la presse, nous vous avons appelé aujourd'hui pour faire la lumière sur ce qui se dit au sujet de la plainte du collectif du staff technique de Port-Gentil FC, on va dire contre le président Julie Kael Boussougou, donc président de ce club, dans la forme, mais en réalité dans le fond, contre la Ligue nationale du football dont j'en suis le président. Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Sur cette plainte. La LINAF, dans son mode de fonctionnement, prend souvent des dispositions permettant de gratifier le déroulement de la compétition, le paiement de la subvention de l'État étant cyclique, a expliqué Brice Mbika Djambou. Quant aux 3 autres clubs, parce que Port-Gentil FC n'est pas le seul club dans cette situation. Il y a 3 clubs. Il y a Sporting FC, qui est en 2e division, qui est relégué en division inférieure. Il y a Solidarité FC, qui est en 2e division, qui est relégué en division inférieure.
Et il y a Port-Gentil qui a été relégué en deuxième division, mais qui a dit qu'il ne joue plus le championnat. Donc il y a 3 clubs qui, pour la saison 2017-2018, ne sont pas partants. Nous avons donc décidé, le comité directeur de la l'INAF a décidé de prioriser les paiements. En terminant son propos, il a sollicité le concours des médias afin de bien édifier l'opinion nationale et internationale sur cette affaire qui a souillé tous les membres de son bureau. Et puis, expression libre avant de refermer cette édition d'information. Le gouvernement annonce le passage du paiement des fonctionnaires du 25 au 30 de chaque mois. Nous avons recueilli vos différents avis. Les fonctionnaires seront payés le 30 et puis le 25. Est-ce que les fonctionnaires eux-mêmes sont consentants de cette décision? Qui a pris cette décision? Est-ce que cette personne a d'abord eu à faire une assise avec les fonctionnaires pour leur poser la question s'ils sont d'accord ou pas? C'est aux fonctionnaires de répondre à cette question si ça peut les arranger ou pas. Parce que la personne qui prend la décision, c'est pour lui ça l'arrange. Mais les fonctionnaires, peut-être qu'ils ne sont pas consentants de cette décision. Bon, je ne trouve pas ça normal. Je ne peux pas véritablement donner une appréciation objective, puisque je ne comprends pas. Je ne peux pas imaginer comme ça la raison pour laquelle le gouvernement a pris cette décision. Mais toutefois, j'attends avoir un peu plus d'explications, puisque la décision, je l'ai apprise. Mais il reste maintenant à connaître véritablement les détails. Parce que quand on fait du 30 au 30, du 25 au 25, c'est la même opération. Ou bien qu'il soit clair, pour nous dire qu'ils calculent 30 jours à partir du 25, ou ils veulent calculer 30 jours à partir du 30. Pourquoi on change maintenant à la dernière minute? Ce n'est pas ça qui va ramener les fonctionnaires. Il y a d'abord un manque de structure d'accueil pour permettre à quelqu'un de travailler correctement. D'abord, dans son sens, ça n'a rien à voir. Il faudrait qu'ils construisent des ministères là où les travailleurs doivent travailler. Au lieu de louer à chaque fois, parce que les gens arrivent, ils n'ont pas de bureau là où s'asseoir pour travailler. Donc c'est une décision inutile. S'ils sont en faillite, nous, quand ils disent qu'ils sont en faillite. Bon, pour moi, je veux dire, c'est la décision. Pour moi, c'est pas tellement intéressant pour moi, quoi. Ça, 30, tu sais, ce serait dur. C'est tellement dur pour nous, les Gabonais. Nous n'avons pas assez de salaires tellement élevés. Tu vois, pour moi, c'est tellement compliqué. Ah, ça n'engage que le gouvernement. Si même prend la décision de payer les fonctionnaires à la fin du mois, c'est bon. C'est une bonne chose. Bon, s'ils ont pris cette initiative, c'est que sûr et certain, c'est qu'ils ont quand même des raisons. La vie, c'est la gérance. Tu payes le 30, tu gères jusqu'au 30 prochain. Comme ça, le gouvernement a décidé. Il faut assumer. Bon, déjà au départ, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose. Ça dépendra de la vie de tout un chacun, la manière dans laquelle les gens seront habitués à apprendre les choses. Mais déjà, pour moi, c'est une mauvaise chose parce que les gens sont déjà habitués à prendre l'argent le 25. Mais pour certaines personnes, ils diront que c'est mieux. Mais ça dépend aussi de ce que l'État, par rapport à leur réflexion. Si pour eux, ils pensent que c'est déjà le 30 qu'ils auront la possibilité de payer les fonctionnaires sans problème, c'est peut-être une bonne décision pour eux, mais les décisions de l'État ne sont jamais actuellement bonnes pour les abonnés. C'est un peu le souci de l'avoir. Voilà, c'était l'essentiel du journal de notre rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, merci de votre fidélité.